m'appelle Lénie, j'ai 8 ans et cette année je suis l'ambassadeur du Téléthon 2018. Je m'appelle Céline Bartholomé Elizarov. Je suis donc la maman de Lénie et puis je lance dans un mois ma petite entreprise de Home and Office Organizing. Donc je viens en aide aux personnes et aux entreprises qui sont un petit peu envahies par leur désordre. Je m'appelle Dimitri Elizarov, je suis d'origine russe, de Moscou. Je suis en Suisse depuis 2006. Actuellement, je travaille à la banque également. Et ouais, le parcours, c'était l'arrivée en Suisse et les belles rencontres avec Céline, à Moscou, 2002. Donc, ouais, 2006, elle avait l'opportunité de venir ici pour avoir, si on arrive à vivre ensemble ici. Et jusqu'à là, ça marche plutôt bien. On a un peu consacré temps chacun à nos carrières respectives, tous les deux dans le milieu bancaire. Et puis c'est vrai qu'on avait quand même le projet aussi d'avoir des enfants. Et en 2009, c'est février 2009, c'était le... En allant en Finlande, on a découvert qu'on sera bientôt les trois. Ouais. Ouais. Ben voilà, et on ne savait pas l'aventure qui nous attendrait après. Très bien, en fait c'était une grossesse très simple, très facile. Et puis non, tout bien, il y avait juste déjà des petits signaux, par exemple au niveau des échographies du cœur. Les médecins n'étaient pas très sûrs de ce qu'ils voyaient ou ne voyaient pas, donc il y avait un léger doute. Mais en même temps, à la fin, on nous a dit bon, le cumul des images semble quand même correct, donc pas de souci. Puis c'est plutôt au moment de l'accouchement que les gros problèmes ont commencé, quoi. On est rentré à la maison quand même au bout d'une semaine. Il y a plusieurs spécialistes qui sont venus le voir, qui ont un petit peu regardé. Et puis bon, au final, on nous a dit il va récupérer, il faut lui laisser du temps et puis voilà. Mais on a quand même toujours une petite pensée qui nous dit mais il y a quand même quelque chose qui cloche. La physio justement, en le faisant travailler, elle réalisait qu'il transpirait beaucoup à l'effort, qu'il devenait cyanosé autour des lèvres et puis qu'il avait un cœur qui battait très 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 fort, quoi. Et la pédiatre nous envoie donc chez le cardiologue et là il avait 6 mois. C'est le coup de massue parce que le cardiologue ne me laisse pas rentrer à la maison et j'étais dans une clinique privée et il m'envoie directement aux urgences à l'hôpital cantonal pédiatrique. Donc en fait là les médecins commencent par diagnostiquer une malformation cardiaque puis finalement ils décident d'opérer Lénie, de l'opérer du cœur pour fermer une petite communication qu'il a entre 2 oreillettes du cœur. Là, le cardiologue nous dit ça peut résoudre une partie du problème, ça peut résoudre tout le problème, mais à mon avis, ça ne va pas tout résoudre. Il va falloir investiguer plus loin. Et voilà, on est parti par cette opération le jour de ces 7 mois. 7 mois, ouais. 2 jours avant, on le baptise à l'hôpital parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais, ils n'étaient pas sûrs comment il va réagir sur l'opération. Donc avec ces symptômes, ils avaient peur beaucoup pour l'anesthésie. Si le cœur va supporter. Il va supporter, Donc voilà, ça c'est l'état de choc. Tu dis est-ce que tu sors avec ton enfant de l'hôpital ou pas. Toutes les étapes du développement d'un enfant, il était en retard, quoi. Il ne les faisait pas. Donc là, les médecins nous disent il va falloir continuer d'investiguer, quoi. Et puis à 18 mois, ils lui font une biopsie musculaire. Et là, le diagnostic de la myopathie tombe, quoi. Donc pareil, d'un côté, soulagement parce qu'on a enfin une maladie, un nom à mettre sur des symptômes, mais qu'est-ce que ça veut dire, où on va, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il va vivre, mourir, comment il va vivre, il y a plein de questions qui arrivent. Et puis c'est vrai que c'est le problème de ces maladies rares,
génétique rare, c'est que les médecins eux-mêmes sont souvent... Ils n'arrivent pas à se prononcer, en fait. Voilà, ils ont un peu les mains vides, quoi. Donc, la recherche nous dit ça, on a vu quelques exemples de ça, puis surtout, ils ont mis le mot le diagnostic de myopathie, mais il y en a des milliers de formes de myopathie différentes. Donc après, laquelle, ça, on ne savait pas encore. Et puis, du coup, ben voilà, on passait un peu d'un problème à l'autre. Tantôt, c'était la respiration le problème, tantôt c'était le cœur le problème, tantôt c'était le développement musculaire, etc., son développement moteur. Donc on a un peu passé de l'un à l'autre, etc. Puis ben, chaque hiver, catastrophe, des hospitalisations à répétition pour des infections pulmonaires, etc. Noël, le jour de Noël 2012, parce qu'il avait de la peine à s'alimenter, il nous fait il fait à mes parents, parce qu'il était en vacances chez mes parents, une grosse hypoglycémie. Donc c'est la Réga qui vient le secourir, enfin il était à 2 doigts de mourir, quoi. Vraiment, c'était vraiment limite. Nous on travaillait, on était à Genève. Bah, j'étais à Moscou. Toi tu étais à Moscou en plus, c'est juste. Donc voilà, quand le médecin de la Réga m'a appelé pour me dire qu'il avait stabilisé, mais qu'il fallait que j'aille le plus vite possible à Berne, puis surtout que je le fasse revenir de Moscou, là c'est pas très rassurant quand même, quoi. Donc voilà, puis là, ben, rebelote, Lénie ressort de l'hôpital après quelques jours, comme si rien ne s'était passé. Ouais. Avril 2014, il nous fait une grosse décompensation cardiaque avec des infections pulmonaires. Et là, rebelote, il est mis sous circulation sanguine externe, sous ECMO. Mais de nouveau un héros, quoi, avec des tuyaux partout. Puis il arrive encore à se faire comprendre auprès des infirmières qu'il a mal, que ça va pas, qu'il en a marre, voilà, quoi. Donc vraiment extraordinaire, quoi. Vraiment, ouais, c'est le grand mérite parce que franchement, ce qu'il a passé, je dirais, ça nous nourrit aussi au niveau de force, motivation de rester avec lui parce que il est très vite devenu mature au niveau de la tête. C'était hallucinant. Il n'y avait jamais une période où on a craqué les 3 en même temps, en fait. Il avait toujours quelqu'un qui gardait le moral. Si c'est pas nous, c'est Lénie qui avait bonne humeur. Il nous a reboosté. Il nous a reboosté et il avait toujours une belle étoile au-dessus de lui. Mais là, voilà, donc là, il nous annonce que bah, son cœur s'est vraiment affaibli, enfin vraiment a pris un gros choc et au prochain virus, il survivra pas. Une année après, ouais. Un jeudi soir, je rentre du travail, et puis le téléphone sonne. Je réponds pas tout de suite, j'étais occupée. Il ressonne, je me dis, oh, qui c'est qui insiste? Et tout à coup, je me dis, le CHUV. Et je rappelle et elle me dit, Madame Elizaroff, oui. C'est Nathalie, l'infirmière de coordination au CHUV. On a un cœur pour Lénie. Ouais, ça c'était fort. On a un très beau cœur. Et là, c'est un peu... je suis désolée, hein, c'est encore beaucoup d'émotions, quoi. On passe des émotions, ça fait comme l'ascenseur émotionnel. On a envie de péter le joie parce qu'on est arrivé en nouveau organe sans aide des autres machines. Lénie, il est parfait de santé, donc il n'y a pas de complications. Et de l'autre côté, on va partir de la maison et tu ne sais pas si tu reviens à 3 ou pas. De nouveau. Mais là, c'était aussi ses grandes capacités de réaliser les choses, de comprendre les choses de Lénie, qu'il a pris très, très bien
avec une philosophie comme pas possible. Incroyable. Donc voilà, on n'a pas pris notre voiture, 40 minutes plus tard, on était au Chouve. Et 2 heures après, il partait au bloc opératoire. Il nous faisait un gros cœur couché sur son lit. Il ne pouvait pas parler, Il ne pouvait plus parler, il était complètement dans les vapes. Et puis, même avec ça, il a réussi à dire qu'il nous aime. Il a fait le cœur. On a juste attendu que les portes des blocs se ferment. Et on se couchait par terre parce qu'il avait trop d'émotions. Il est arrivé, 10 heures plus tard, et c'était un autre enfant de nouveau. Il avait le visage qui dit que voilà, il a passé de quelque chose, mais là, il est bien. Ouais. Et j'ai toujours cet regard, en fait, cette image dans la tête. Il va beaucoup mieux, il a une pompe qui fonctionne et puis il reprend vraiment du poil de la bête, il commence à manger, à dormir comme il faut. Vraiment un autre petit bonhomme, quoi. Et ça va tellement bien qu'il se met à marcher, qu'il reprend vraiment beaucoup d'activité. Mais là, c'est les muscles de la colonne vertébrale qui suivent pas, quoi. Et donc l'année passée, en février de l'année passée, le docteur Dayer décide quand même de l'opérer parce que cette colonne, elle presse les poumons, même son cœur. Donc, c'est une question vitale en fait, à un moment donné. Ça. De l'opérer ou pas. Donc 8 heures, 10 heures d'opération et là c'est un peu la cata parce qu'il attrape un virus avant, pendant, on ne sait pas exactement, un virus pulmonaire et puis ça le met à plat, quoi, complètement à plat. Donc là, on nous a dit, il faut juste être patient puis espérer qu'il remonte la pente, quoi. Et il a remonté la pente, encore une fois. Ça allait mieux, mais ça rajoutait des nouveaux problèmes. Donc pour lui, dans sa tête, c'était, moi j'ai fait les efforts, mais chaque fois, je pénalise par quelque chose d'autre. Et là, cette fois-là, la dernière opération, c'est ça qui nous a fait peur, qu'à un moment donné, il se décide que franchement, j'ai plus envie de se battre. Et il nous l'a dit. Je ne vois pas le bénéfice de tout ce qu'on fait avec moi. Et là, à un moment donné, effectivement, ça, c'était pas terrible comme sensation, mais après, voilà, tu reprends les esprits, tu rediscutes de nouveau. Il y avait l'équipe des psychiatres, il y avait les médecins, il y a tout genre de médecins qui est venu, qui donnait des conseils, comment on va le faire, comment ça. Les infirmiers, les aumôniers, enfin, toute l'équipe de l'hôpital, quoi, tout le temps là, tout le temps. Puis aussi en collaboration avec ceux du CHUV pour coordonner avec le cœur aussi, donc vraiment extraordinaire, quoi. Alors oui, je fais des séjours à l'hôpital. Là, j'en ai fait pas mal l'année passée et l'année d'avant. Mais cette année, on a passé un bon hiver. Pas trop, on a fait une hospitalisation. Mais sinon, on a passé un bon hiver. Et puis c'est un laboratoire de Londres qui a découvert en fait qu'il a une myopathie de type titinopathie. Donc c'est une malformation sur la protéine de la titine. Et cette titine se trouve en grande quantité dans le muscle du cœur et diaphragme, voilà, c'est les muscles squelettiques plutôt. Donc voilà, maintenant on sait pourquoi tout ça s'est produit en fait. Déjà, mes muscles, ils sont pas pas solides, mais ils ont pas beaucoup de force. Enfin, j'ai pas beaucoup de force. Il y a, justement, il y a des choses à l'école, par exemple la gym. Ça, je peux pas aller faire à l'école. Mais il y a des choses que... C'est pour ça que je fais du karaté, pour me renforcer, pour avoir un petit peu plus de force. Et après, il y a un petit peu... Par exemple, quand je fais un sport,
Le karaté, je fais 15 minutes, je suis hyper fatiguée. Enfin, hyper. Je suis fatiguée, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts et c'est pour ça que je me fatigue vite. Je suis handicapée, mais moi j'aime bien bouger, faire des choses, j'aime bien... Le karaté, c'est un truc qui me passionnait. Ouais, depuis que j'ai 6 ans, je crois. Et ouais, je trouve que en plus ça me bouge, ça me motive à plus progresser dans mes dans ma marche. Alors c'est la batterie. C'est pas considéré comme un sport, mais si quand même. J'avais fait ça quand j'avais 4 ans. J'ai commencé à taper partout. Mon coach disait que j'avais déjà, quand j'étais tout petit, le rythme dans la peau. Comment on vit avec les nids? On apprend ça tous les jours en fait. Je dis c'est un gamin, malgré ses défauts physiques ou les incapacités physiques, il est très développé au niveau de la tête. Donc c'est un enfant qui demande beaucoup d'attention, il pose beaucoup de questions. Je dis parfois on oublie cet problème de santé en lui-même. On oublie parfois qu'il n'a que 8 ans. Et du coup, parfois, c'est pas facile à gérer. Il est traité comme un enfant. Mais après, voilà, Ouais, ça a été un peu la difficulté. Après chacune de ces hospitalisations, c'était de le remettre dans son monde d'enfant, en fait. Bah, ça doit être, je pense, compliqué. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de s'occuper d'un enfant handicapé. Parce que vu que j'arrive pas à faire des choses tout seul, bah c'est vrai qu'il y a des choses où il faut qu'il m'aide un petit peu. Mais d'un côté, je pense que ça leur dérange pas que je suis handicapée parce qu'on passe des bons moments ensemble. On est vraiment esprit de famille. En avant, en arrière. Mais au quotidien, c'est pas mal d'organisation, en fait, c'est vrai. On fait un petit peu les gestes à double, je dirais. Même s'il est de plus en plus autonome, la journée commence quand même déjà la nuit. Si il doit aller aux toilettes, il faut se lever pour l'aider à aller aux toilettes. Le matin, quand il se lève, s'il est très fatigué, il faut l'aider à se lever, il faut l'aider à s'habiller. Donc on s'habille, on l'habille, on se douche, on le lave, on se lave les dents, on assiste au lavage de dents, on va aux toilettes avec nous, avec lui. Voilà, donc on fait un petit peu toujours les gestes à double. Mais voilà, c'est vrai que des périodes où il est bien, qu'il n'est pas malade, qu'il n'a pas de virus, de choses comme ça, ouais. Il a une volonté d'être autonome, puis de faire un maximum de choses tout seul, puis de vivre un peu comme les enfants de son âge. Donc on essaye un maximum de le faire participer à des activités comme celles de ses pairs, PAIRES, hein. Mais après, il voit aussi ses limites. Moi, j'ai réussi, je me suis habituée, j'étais plus dans ma peau vraiment d'élève, enfant pas handicapé. J'ai appris à jouer avec les autres. J'aime beaucoup jouer avec les autres, à la récréation. Il y a aussi à l'école des enfants que moi j'aime beaucoup, mes copains, et mes copains m'aiment beaucoup aussi. Et du coup, c'est pour ça que moi je les aime bien, parce qu'ils m'aident dans la classe. Il y a des bureaux où ça passe pas, alors ils poussent les bureaux pour que je passe. Et
Moi, je trouve que c'est vraiment sympa de leur part. C'est de pouvoir faire quelque chose sans se poser 12 000 questions. Alors on a toujours ces traitements, par exemple pour le cœur, ces anti-rejets qu'il doit prendre à des heures régulières, il les aura à vie. Mais c'est par exemple, je sais pas, la semaine passée, il veut aller jouer en bas dans la cour avec les autres enfants, puis il me dit, tu sais maman, tous les enfants qui sont en bas, ils me connaissent bien, donc tu peux m'amener, puis tu peux me laisser, puis tu peux remonter, puis tu viens de temps en temps voir sur le balcon si tout va bien. Et là, je me dis, waouh, génial. Enfin, ils savent encore que je suis handicapée, mais ils s'en rendent plus compte. Et par exemple, quand on joue ensemble, ils prennent ça pour de positif, pas de négatif. Mon activité préférée, c'est la PS4. Ouais, après, j'aime bien jouer au foot avec mes copains dehors. J'aime bien faire des tours en vélo, j'aime plein de choses, dessiner, colorier, faire de la peinture, jouer au Playmobil, jouer au Lego, un petit peu toutes ces choses-là. Alors, y a des jours où je suis impatient parce que mon papa il est souvent au travail. Alors c'est pour ça que des fois j'aime bien passer du temps avec lui. En tant que père, voyez les pères jouer au foot avec leurs gosses, ça me touchait. C'est pas quelque chose que je regrettais de ne pas faire, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était un rêve pour moi de se promener avec lui, marcher, juste tenir la main. Côte à côte. Et c'est après la grève. Je sais pas, ça se passait, il est arrivé et à un moment donné, on est sans s'en rendre compte, on se retrouvait marcher main à main. Je dis, purée, c'est fou. Je dis, on pensait que ça va jamais arriver. Et là, j'étais vraiment très heureux. J'ai l'impression qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était tout simple, c'est tout bête, juste le donner un coup de main et promener avec lui. Son avenir, je crois qu'on a réparé tout ce qu'on pouvait réparer maintenant chez lui. Donc ouais, il y a l'école, ça se passe hyper bien, mais on arrive à voir quand même un futur. On se dit, tiens, il a une tête qui fonctionne bien, il pourra avoir un beau métier quand même s'il est dans une chaise roulante. Il a un avenir professionnel, déjà un. Il a un avenir aussi sentimental, parce que je veux dire, je pense qu'il pourra quand même plaire, j'espère. Je passe des bons moments avec elle, on joue bien, on rigole bien, souvent on rigole bien. Honnêtement, à Lénie, je voulais dire que bravo pour son courage. C'est pas évident ce qu'il fait. C'est pas évident de vivre les situations où il est. Et pas seulement bravo, mais merci d'être comme il est. Parce que pour finir, c'est lui qui nous fait apprendre beaucoup de choses. Il nous apprend de patience, il apprend l'autre philosophie de vie, de la vie, que peut-être on n'avait pas sans lui. Et je l'aime très fort. Je l'aime très fort. Et ça reste un enfant, ça reste notre fils, ça reste notre fierté. Moi, j'aimerais lui dire que je suis très fière de lui, très fière de son courage, et puis que je l'admire aussi quelque part, que je l'aime très fort, et puis c'est mon Lénie, quoi. C'est mon petit loup. Ouais, voilà, c'est ma petite perle. Moi, j'aime mes parents, et mes parents m'aiment.
le Téléthon aide les familles touchées en Suisse par les maladies génétiques rares. Vous aussi aidez-les en faisant un don au 0800 850 860 ou sur www.téléthon.ch. Faire un don, j'espère que c'est dans vos gènes.